projet ANR ROI, Resonance Imaging Investigation, avec une première après-midi qui va être centrée sur le travail effectué autour de la base de données d'ornement, et une journée demain interdisciplinaire qui va apporter des éclairages à la fois sur l'aspect ornement, sur l'aspect base de données, sur l'aspect détection des nouveautés. Alors, je voulais juste prendre 5 minutes au début de la journée pour rappeler les objectifs et les finalités de ce projet ROI. Donc, tout a commencé il y a déjà maintenant quelques années avec le don du professeur Jérôme Vercruys à ce qui était à l'époque l'Institut d'Histoire de la Pensée Classique à Saint-Étienne, de la correspondance et des archives de ce libraire du XVIIIe siècle, Marc-Michel Ray. Donc correspondance et archives qu'il avait réunies pendant des années de sa vie dans les différentes bibliothèques. Il a fait don donc, de ces sources finalement à l'Institut en échange d'un traitement scientifique, d'une exploitation scientifique de ces manuscrits. C'est donc à ce moment-là qu'est né le projet d'édition de la correspondance et des archives de Marc-Michel Ray, après un travail très patient effectué par Fabienne Vial-Bonassi, ici présente, d'inventaire de toutes ces sources. Et à partir de l'inventaire, il est vite apparu que l'édition, le support numérique serait le plus adéquat pour rendre compte de ce corpus à la fois ouvert et hétérogène de correspondance et d'archives. Donc Marc-Michel Ray, c'est un libraire au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il est éditeur, il accepte ou non des manuscrits, donc il est en relation avec des auteurs, et il est éditeur au sens matériel et commercial du terme, c'est-à-dire qu'il vend des ouvrages qu'il n'a pas forcément édités comme éditeur intellectuel. Donc libraire, éditeur et commerçant finalement. C'est un libraire francophone, la correspondance est en français, qui s'est installé à Amsterdam entre 1746 à 1780 et qui est connu, en tout cas par les spécialistes du XVIIIe siècle, pour être l'éditeur de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est d'abord comme ça qu'on connaît Marc-Michel Ray, avec sa correspondance qui est la plus importante en volume avec Jean-Jacques Rousseau et les tractations entre les deux hommes sur l'édition de plusieurs ouvrages de Rousseau. Mais évidemment, la correspondance ne se limite pas à cet aspect d'édition des œuvres de Rousseau. C'est donc une édition numérique qu'on a proposée, sur laquelle on est évidemment toujours en train de travailler. C'est une édition numérique qui propose une image du manuscrit, sa transcription et une édition critique de la lettre qui consiste à identifier le contexte, les personnes dont il est question, les titres nombreux cités dans cette correspondance. Et bien entendu, comme toute édition numérique, cette édition est associée à des outils pour faciliter la recherche, indexation, moteur de recherche et cartographie du réseau de Marc-Michel Ray. Comment on en est arrivé à ce projet autour des ornements? Alors, il faut peut-être rappeler la spécificité de ce corpus. Donc, Ray publie des ouvrages, des livres à son adresse, Marc-Michel Ray, Amsterdam, mais aussi des livres pour lesquels il utilise une fausse adresse, Londres, Rouen, ou une adresse fantaisiste, le plus souvent pour contourner la censure. Quand il choisit Londres en particulier, c'est souvent, mais pas uniquement, pour contourner la censure. D'autre part, il peut s'associer avec d'autres libraires pour publier un ouvrage qui sera ou non sous son nom. Il peut pratiquer la contrefaçon d'ouvrages parus à Paris, ou être lui-même contrefait, c'est-à-dire concrètement qu'on peut avoir des livres à l'adresse de Marc-Michel Ray qui ne sont pas forcément édités par Marc-Michel Ray. Un des enjeux du projet Marc-Michel Ray est alors, apparemment de manière très modeste, mais en fait c'est toute la complexité, de publier une liste exacte des livres effectivement édités par Ray, qu'ils soient ou non à son adresse, mais en tout cas effectivement édités par lui. Et c'est en voulant établir cette liste
qu'on a été contraint d'établir des critères pour nous aider à identifier ce qui serait un ouvrage vraiment édité par Ray, d'une contrefaçon, etc. Ces critères sont les suivants, donc la présence de l'adresse de Marc-Michel Ray, la présence de sa marque représentative, la marque aux abeilles, mais on verra demain que ça n'est pas forcément un indice aussi fiable que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Des indices, bien sûr, de bibliographie matérielle, la manière de composer le livre, la manière de signer le livre, et la présence d'un catalogue du libraire à la fin d'un ouvrage, qui fait donc sa promotion, finalement, la promotion de son fonds, nous semble être des indices convergents pour décider de l'authenticité d'un ouvrage. L'analyse des ornements est arrivée à ce moment-là. Plusieurs études ont montré que l'analyse des ornements pour la distinction d'ouvrages contrefaits ou publiés sous fausses adresses pouvait être une preuve, un indice supplémentaire d'identification. Donc, dans le sillage des travaux fondateurs de Silvio Corsini, qu'on est très heureux d'accueillir pendant ces 2 jours, le projet voudrait confirmer l'intérêt de l'analyse des ornements dans une perspective d'authentification, avec une originalité qui est de fonder le projet sur la pratique d'un libraire, Marc-Michel Ray uniquement, et pas sur une base de données plus large. C'est une originalité, et c'est aussi, les collègues le diront, je pense aussi autrement, une forme de défi scientifique, puisque la majorité des bases d'ornements qui existent se fondent soit sur des imprimeurs, soit sur des corpus beaucoup plus importants, comme compositeur, et on est très heureux d'accueillir Hazel Wilkinson pour partager nos expériences. Au-delà du cas particulier de Marc-Michel Ray, il nous a semblé, c'est ce qu'on a proposé en tout cas, que le fait de se centrer sur un libraire-éditeur allait rendre encore plus saillante la question de l'attribution, de l'authentification, en engageant une réflexion sur la reconnaissance des ouvrages, sur leur propriété intellectuelle. On en reparlera également demain. Donc le projet ROI, Ray's Ornament Image Investigation, est né de ces réflexions et d'un échange nourri avec les collègues du laboratoire Hubert Curien, qui avaient, parmi d'autres spécialités, un domaine de spécialité c'est ce qui nous avait intéressé au début, on va voir comment les choses ont évolué, sur la détection des anomalies et des contrefaçons, mais pas dans le livre ancien nécessairement, mais là je laisserai les collègues s'exprimer. Donc l'objectif est double, produire une base de données des ornements figurant dans les ouvrages de Ray, articulée à une base de données bibliographique construite par Jean-Michel Noilly, qui a été un fondement essentiel pour le projet, et il va l'expliquer tout à l'heure. Discuter avec Silvio Corsini et Hazel Wilkinson en particulier pour construire une base de données qui soit la plus efficace possible, en l'articulant avec des outils de reconnaissance et d'image. En effet, cette base de données, ça c'est le terme du projet, on souhaiterait qu'elle soit associée à un outil de reconnaissance d'image, d'aide à la décision d'authentification pour l'utilisateur, en lui indiquant là où il y a, en permettant à l'utilisateur de retrouver dans la base de données des images similaires, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir, et parmi ces images similaires, d'indiquer si l'image qu'il soumet a des nouveautés ou des anomalies qu'on pourrait détecter. Voilà, je voudrais juste aussi dire un mot parce que ça me tient à cœur et je trouve qu'au bout d'1 an, ça marche très très bien sur l'interdisciplinarité du projet. Donc c'est un projet, pour ceux qui connaissent le système de l'ANR, qu'on a déposé dans le comité d'évaluation 38, qui est un comité d'évaluation pour des projets interdisciplinaires, donc ni spécifiquement SHS, ni spécifiquement sciences dures, pour le dire vite, mais qui vraiment associe 2 équipes. Et de fait, ce projet ROI, là, depuis 1 an, repose sur cette collaboration interdisciplinaire pour la base de données, pour les réunions de travail, pour les objectifs du projet. Et ça me paraît important qu'on tienne aussi cette spécificité-là. Alors peut-être que la tâche est facilitée, puisque les 2 laboratoires sont à l'Université de Saint-Étienne, donc on peut se voir facilement. Parfois, dans certains projets ANR, les laboratoires sont plus séparés dans l'espace, mais là, c'est le cas.
voilà, donc je voulais juste rappeler en 2 mots l'histoire et puis les objectifs du projet, et puis je laisse très rapidement la parole aux orateurs du jour et à Fabienne qui conduit la journée. Alors on va donner la parole dans un premier temps à Thomas Gautret qui va nous parler de l'extraction des ornements grâce à DH-Segment, qui est un logiciel développé par l'école polytechnique de Lausanne. Et pour présenter Thomas en 2 mots, il est ingénieur au sein du département informatique, sécurité, images du laboratoire Ruber-Curien. Et dans le cadre du projet ANR, il a configuré et entraîné DH-Segment et Vise, dont il parlera demain. Voilà, donc je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, donc je vais vous expliquer comment on a utilisé DH-Segment pour extraire automatiquement les ornements dans les livres anciens, dans les pages scannées des livres anciens. DH-Segment, c'est un outil de segmentation sémantique qui est développé par l'EPFL à Lausanne et qui permet, donc, entre autres, de détecter les contours d'une page sur un scan d'image, enfin de page, de détecter également les lignes d'écriture, ici en rouge, et également à droite, de détecter les ornements. Et donc c'est cette partie-là qui nous intéresse, nous, en tant que tel. Donc DH-Segment, c'est un logiciel open source, et dans ce logiciel-là, il y a un modèle entraîné, mais uniquement dans le cadre du premier exemple, c'est dans la détection du contour de la page. Ils ne fournissent pas de modèle pour la détection d'ornements, ni le jeu de données qui a permis d'entraîner ce modèle-là. Donc la première étape, ça a été de créer notre propre jeu de données pour pouvoir entraîner le modèle. Donc pour ça, on est parti d'une extraction de la base de données de Vincent, enfin de Vincent et de Larry, qui correspond à un fichier texte où on a autant de lignes que de pages, et où dans chaque ligne est décrit l'ensemble des ornements avec leur position dans la page. Et donc avec ce fichier-là, il y a 3483 lignes du coup, on va ensuite utiliser un script Python pour, à partir de ce fichier-là, générer un jeu de données qui va servir à l'entraînement de nos données. Et donc on a retenu 4 classes qui sont présentes dans cette station. La classe fleuron, l'écrine, bandeau et frise. Donc durant cette présentation, je ne parlerai pas de l'entraînement du modèle en tant que tel, puisqu'on n'a rien modifié par rapport à ce qui est fait dans DH-Segment. Mais j'ai plutôt parlé du post-traitement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le modèle entraîné, comment on l'utilise pour détecter au mieux les ornements automatiquement. Donc on a effectué deux principales petites choses. Donc la première, c'est que dès lors qu'un ornement contient des ornements plus petits, on va garder uniquement le grand ornement. Et pour les ornements de frise et de bandeau, qui sont des ornements qui prennent en théorie quasiment toute la largeur de la page, au lieu de... Enfin, si l'ornement est inférieur à 40% de la largeur de l'image, dans ce cas-là, on va pas le prendre en compte, car c'est un faux positif. Donc lorsqu'on applique notre modèle à une nouvelle image, on obtient ce genre d'objet en sortie, où chaque grand rectangle correspond à une classe et est de la même taille que l'image, c'est-à-dire que chaque valeur de cette image correspond à la probabilité que le pixel a d'appartenir à cette classe. Donc plus c'est foncé, plus il y a de chance, et plus c'est clair, moins il y a de chance. Et quand c'est gris, c'est infini. Donc ça, c'est vraiment une image simulée pour expliquer comment ça se passe. Donc dans ce cas-là, on suppose qu'on a donc ici une frise, un fleuron plutôt en pleine largeur, et ici en plus clair, quelque chose qui pourrait ressembler à un fleuron, mais qui n'en est pas un, puisque le seuil est trop faible. Donc le but, ce sera de détecter uniquement cette partie-là, et pas ça, puisque ça c'est un faux positif. Donc ce qui est fait dans DH-Segment, c'est que d'abord on fait un seuillage, c'est-à-dire toutes les valeurs inférieures à ce seuil, on les met à 0, et toutes les valeurs supérieures à 1. Ensuite on va effectuer un premier filtrage qui va permettre de mettre à 0 tous les 1 qui sont un peu isolés entre les 0. Et un deuxième filtrage qui va permettre de mettre
à 1, les 0 isolés dans les 1. Et donc, dans ce cas-là, on obtient deux ornements. Donc, le premier qu'on est censé détecter, mais également le faux positif. Et donc l'idéal, c'est d'avoir que celui-là. Lorsqu'on utilise un seuil plus élevé, on fait la même chose. Dans ce cas-là, on n'a plus le faux positif, mais par contre, le grand ornement, lui, on obtient deux ornements au lieu d'un seul. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Donc l'idéal, c'est d'avoir un seuil entre les deux qui permet d'avoir uniquement ce truc-là sans ça. Donc pour essayer de trouver ce seuil-là, on va avoir un seuil différent pour chacune des classes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer toutes les combinaisons possibles de seuil, entre 0,3 et 0,95 avec un pad 0 et 0,5. Et on va, toutes ces combinaisons-là, regarder sur les images de test ce que ça nous donne. Et parmi toutes ces combinaisons-là, on va garder les combinaisons qui engendrent le moins de faux négatifs, c'est-à-dire là où il y a le moins d'ornements réels qui ne sont pas détectés. Pour savoir parmi ces configurations avec le faux positif lequel on garde, on va choisir celle qui a la plus grande valeur d'IOU pondéré. Avant de définir ce qu'est l'IOU pondéré, l'IOU tout court, IOU c'est pour Intersection Over Union. Donc, ici en rouge, ça c'est l'ornement qu'on est tel qu'il est réellement, et en vert c'est la zone qui a été prédite. Et donc l'IOU c'est le rapport entre la surface en jaune et l'ensemble des trois surfaces. Mais nous, dans notre cas, c'est plus grave qu'il manque une partie de l'ornement plutôt que de détecter l'ornement de manière trop large. C'est pour ça qu'on va pondérer les zones vertes et rouges, donc par 0,5 en vert et par 2 en rouge. C'est bien que concrètement, ça va nous donner, par exemple dans ces deux cas-là, on va avoir la même valeur d'IOU pondérée. Autrement dit, ça veut dire que ce qui manque en rouge ici, c'est aussi grave que d'avoir tout ça en vert en plus. Et donc avec ça, on va pouvoir déterminer le seuil pour chaque classe. Donc voilà les résultats pour les 332 ornements contenus dans les 348 pages de test. Donc on a 324 ornements qui ont été bien détectés avec la bonne classe. On a 9 faux positifs. Donc 4 ornements qui ont été détectés alors qu'il n'y avait rien du tout. 3 ornements qui ont été détectés avec une nouvelle classe. Et 2 ornements qui ont été détectés mais avec une surface vraiment très faible. C'est bien qu'on... Je veux dire qu'à la fois un faux positif et un faux négatif. Et donc également 8 faux négatifs. Donc 4 ornements qui existent mais qui n'ont pas du tout été détectés. Donc 3 qui ont été détectés avec la mauvaise classe. Donc c'est un faux positif pour une classe et un faux négatif pour eux. Et parmi ces deux IOU, il y en a aussi un qui est... Enfin, ça tout de suite, qui est un faux négatif. Donc en termes de précision et de rappel, donc, qui sont des grandeurs assez utilisées pour vérifier la performance de la détection. Donc la précision, c'est sur l'ensemble de tout ce qui a été détecté comme positif, quel est le pourcentage de vrais positifs avec la bonne classe. Donc on a 97%. Et le rappel, c'est parmi tous les vrais ornements, combien ont été détectés. Et donc là, on a 97%. Et donc l'IOU moyen, donc ça c'est le vrai IOU, c'est l'IOU pondéré, c'est l'IOU moyen qui est de 90%. Donc ces valeurs sont assez élevées, mais c'est quand même à relativiser, dans le sens où pendant l'entraînement on a épuisé tous les livres, et donc même si les données de test sont des images différentes des données d'entraînement, comme ça provient des mêmes livres, il y a souvent des ressemblances, et donc lorsqu'on applique ça à prendre un autre chiffre complètement différent, ça peut être un peu différent. Donc parce qu'on avait le choix du coup entre soit garder quelques livres pour le test, et dans ce cas-là avoir peut-être un truc plus conforme. Et nous, comme on voulait ensuite appliquer ce modèle-là à d'autres livres, on voulait que le modèle soit le plus performant possible, donc on a voulu utiliser tous les livres à disposition pour l'entraînement. Donc ici on a les 4 faux positifs
donc qui est détecté alors qu'il n'y a aucun ornement. Donc là on voit pas très bien, mais c'est entouré en bleu, c'est un R, je sais pas comment ça s'appelle exactement ce truc-là. C'est la signature. Signature, ouais. Ici un faux positif aussi, donc là c'est le verso de transparence. Ouais. Ici donc c'est une croix, enfin des comme ornement. Et ici c'est quelque chose qui ressemble à un ornement, mais qui n'en est pas un. Donc Aussi la signature aussi. Oui. Donc ici c'est les 3 faux positifs qui ont été détectés comme ornement, mais pas avec la bonne classe. Donc ici c'est détecté comme fleuron alors que c'est un bandeau. Alors que je pense que si cet ornement-là avait été présent ailleurs, ça aurait pu être un fleuron. Donc la différence est un peu, la limite entre les classes est parfois assez fine. Et ici un faux positif. Mais disons que c'est le modèle qui est normalement aurait dû avoir l'ensemble en une seule fois. Et ici, 2 faux positifs qui ont été détectés comme bandeaux alors que ce sont des frises. Et donc les faux négatifs qui ont été détectés, enfin qui n'ont pas été détectés alors qu'il y avait un vrai ornement. Donc il y a ici, là. Donc là il y en a 2 ici. Et 2 ici également. Donc celui-là c'est à la fois un faux positif parce qu'il y a quelque chose de détecté et un faux négatif parce que l'IOU est trop faible. Donc ensuite on a appliqué ça sur tous les livres qu'on avait à disposition. Donc 1137 livres et plus de 338 000 pages. Et donc on a détecté 23 700 ornements avec des précisions qui vont de 76% à 98% selon les ornements. Et quand j'ai mis ornement entier, c'est lorsque l'ornement a été détecté dans son ensemble, sinon pas une partie. Et c'est ces ornements-là qui seront utilisables ensuite. Et donc finalement, on a 85% de ces ornements détectés qui sont entiers et utilisables, ce qui fait un peu plus de 20 200, enfin autour de 20 200 ornements, dont la répartition est affichée là. Voilà, si vous avez des questions. Peut-être, merci beaucoup pour cette présentation. Que du rassure comme ça, et non, comment dire, habitué à ces exercices mathématiques, mais ma question, ce serait plutôt sur la nuance entre bandeau et frise. Ouais. Vous avez parlé à la fin d'un problème de classe, mais est-ce que c'est vraiment utile de distinguer bandeau et frise, puisque les frises sont des petits bandeaux, mais la position sur la page... De ce que j'ai compris, c'est que les bandeaux sont constitués de plusieurs éléments, plusieurs lignes d'éléments. Je ne sais pas si c'est bien compris. Alors, bon, Thomas n'a pas participé à cette réflexion qu'on a eue au départ, et donc c'est pas de sa faute s'il y a des confusions dans les classes. C'est ce que moi j'ai compris de ce que Fabienne m'a expliqué, qui elle-même avait c'est de la transmission. En fait, moi ce que j'avais compris, c'est qu'une frise, c'était déjà un motif composé qui prenait donc toute la largeur de la page idéalement, et qui faisait une hauteur maximale, disons, de une ligne de caractère. Mais là, je ne sais pas si c'est une ligne ou pas, et il est possible que moi-même j'ai fait des erreurs en catégorisant les images qui ont servi de jeu de données d'entraînement. Donc, effectivement, on ne peut pas attendre que la reconnaissance soit parfaite quand il y a des flottements comme ça au départ dans ma propre interprétation des catégories. Mais quelle est l'utilité de distinguer ces catégories ? Eh ben, on se disait sans doute que qui peut le plus peut le moins, et que plus on avait de catégories au départ, et mieux ce serait, je ne sais pas, peut-être Jean-Michel a envie de commenter ce point. Avec le retour du jeu de données, donc les 23 000 ornements, enfin ce que j'en ai vu, effectivement la distinction n'est pas pertinente et utile. Je suis d'accord avec vous. Il n'y avait pas
l'idée que la frise pouvait se trouver à un autre endroit qu'en haut de ça. page. Oui. Mais elle peut se trouver à un autre endroit de la en fin de page. chapitre. Elle ou, peut être à un autre endroit de la page, mais elle peut aussi être à un autre endroit de la page sur 2 lignes. Et oui, oui. La Avec frise. 2 motifs. Et le bandeau, la définition, c'est pas, il n'est pas nécessairement en haut de page. Non, pas nécessairement. On peut appeler ça bandeau plus frise si vous préférez pour la question du positionnement. Mais D'accord. au niveau du travail de reconnaissance, je pense que ça apporte plus de confusion que l'utilité que ça apporte de créer ces 2 catégories. C'est pas rédhibitoire, mais moi je vois l'expérience que j'ai avec les ornements m'a montré que c'était pas forcément une bonne chose de distinguer le bandeau en haut de la page d'un motif sur tout le miroir de page qui serait à un autre endroit de la page. Moi j'avais une interrogation sur justement le jeu d'entraînement. Est-ce que je vais bien le revoir pour savoir si par exemple une lettrine, intuitivement dans nos écritures de gauche à droite, on sait qu'elle va se trouver à gauche de la page quoi, globalement. Un bandeau en théorie, bon, quand il va être en haut, et la signature on se tend, on va qu'elle va être en bas en théorie. Donc je voulais voir à peu près de comment ça se mettait dans le jeu d'entraînement ça. Ouais, non, bah dans l'entraînement, ça n'intervient pas du tout. Là, pas du tout, d'accord. C'est après, une fois que le post-traitement, c'est-à-dire une fois qu'on a appliqué ce modèle sur l'image, que là, comme je disais tout à l'heure, pour les frises par exemple, on va avoir forcément une largeur minimum et une hauteur aussi qui ne dépasse pas non plus. Mais par contre, pour les lettrines, non, il n'y a pas de. Donc ça se fait en poste. Ouais, c'est ça. C'est un post-traitement, donc en gros, pour chaque type d'ornement, on a des paramètres de largeur maximum et de hauteur maximum pour filtrer justement le maximum des points positifs. Et la position relative dans la page? Pas la position absolue dans la page? Non, ça on l'a pas fait, mais Non. je pense qu'à l'avenir, ça peut être utile de le faire. Parce que dans les 3 ou 4 catégories, on sent quand même qu'il y a un positionnement dans la page qui est assez fort. Enfin, en théorie, une signature, elle va pas être au début. Quoi. Ouais. Une lettrine, elle va être à gauche, pas à droite. C'est une bonne idée de ce que je vais rajouter. Voilà, d'accord. Après, on a un problème aussi par rapport à ça, c'est que les images qu'on utilise sont des images aspirées depuis Google, qui malgré tous les sous qu'il a reçus de l'État, enfin je ferme cette parenthèse, a fait des numérisations très mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a des doigts, il y a des marges, enfin du coup la position absolue dans la page, ça n'a pas vraiment de sens sur l'ensemble des images qu'on a, parce qu'il y en a peut-être 10 à 15% qui ne sont pas centrées. Donc il peut y avoir un gros pavé noir en haut qui prend 15% de la hauteur, il peut y avoir jusqu'à 30% de largeur où c'est la tranche du livre qui est étalée. Bon, c'est vrai que c'est pas facile non plus de numériser un livre très épais puisqu'il faudrait l'ouvrir en entier, etc. Donc enfin bon, sur les images qu'on a, on ne peut pas se fier à la position ni même à la dimension, enfin c'est compliqué. Il y aura un travail de correction en amont de la source, quoi, presque. Voilà, donc ça nous aurait pris un peu de temps en plus. Okay, donc c'est déjà très intéressant que... alors là, Thomas a montré deux étapes. Au début, il parlait de 3000, quand il a parlé du fichier initial sur la première diapositive, c'est un jeu de données qui faisait environ 3000, je crois, voilà, 3400 pages. Et ensuite, ce qui apparaît dans le PowerPoint après, c'est 300 et quelques pages. Ce qui est intéressant, c'est que le premier entraînement du modèle avec 332 images, on a obtenu des résultats de l'ordre de 97% de détection sur uniquement 300 images. Donc ça nous a vraiment encouragé. Ensuite, on a refait un entraînement à partir de la première extraction de DHC, enfin donc une boucle, hein, une itération, où on a récupéré les ornements détectés automatiquement, on les a plus ou moins corrigés à la main, enfin on a sélectionné ceux qui étaient bons et on les a réinjectés pour réentraîner le modèle. Mais enfin, moi je trouve, je suis assez impressionné, je ne connais pas vraiment les systèmes, enfin pas du tout même, les systèmes de reconnaissance d'image, et je trouve que c'était très très encourageant. Et voilà, au départ il faut voir qu'on avait l'idée de faire ce travail un peu à la main. Et M. Corsini qui est ici nous a dit mais vous savez qu'il existe un outil de détection d'ornement à l'EPFL. Et donc on a trouvé cet outil, Thomas l'a mis en place, et c'est vraiment une expérience très intéressante d'arriver à ce résultat en aussi peu de temps finalement. Parce que, si on avait dû faire ce travail à la main, d'abord ça n'aurait pas forcément été mieux fait. Parce que moi-même, quand j'ai découpé à la main, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je faisais des confusions
suivant, enfin on appuie sur le mauvais bouton, ou, voilà. Et puis c'est beaucoup plus intéressant que de faire effectivement le découpage qui est assez fastidieux. On arrive finalement alors à 1% d'erreur, grosso modo. D'échec sur un peu plus, c'est-à-dire que sur 100 ornements, il y en a un qui n'est pas reconnu comme tel, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, ce qui pose problème, c'est les faux positifs posent problème, mais on peut les voir assez facilement. Ce sont les faux négatifs qui nous posent problème, c'est-à-dire comment on va arriver à contrôler ce qui n'a pas été détecté. Le problème, c'est que pour un faux négatif de plus de détecter, on peut avoir 100 ou 200 faux positifs. La question serait de se dire, est-ce que c'est vraiment grave s'il y a beaucoup de choses qui sont détectées comme ornements et qui ne le sont pas? Finalement, ça fait des images dans la machine, mais qui ne seront pas utiles à personne. Mais on pourrait à la limite se dire, ben, tant pis, il y a du, comme dans le grand travail qu'a fait Hazel, il y a eu des extractions automatiques, c'est parfois un tampon de bibliothèque et pas un ornement, ou une marque d'encre sur le livre. Et alors, bon, ben, il y a des choses qui ne sont pas là. L'important est d'avoir le plus d'ornements possible, et s'il y a une partie qui est détectée comme telle et qui ne l'est pas, est-ce vraiment grave? Après, le risque, c'est que les vrais ornements soient noyés dans toute une masse de choses qui sont des ornements. Dans ce cas-là, ça va, puisque le taux est acceptable. Mais si on met un seuil beaucoup plus bas pour être sûr de détecter tous les ornements, on va peut-être avoir énormément plus de... On prévoit peut-être après une opération de validation manuelle, c'est-à-dire que oui, non, oui, non, oui, non. Là, c'est pas trop compliqué à suivre. On pourrait imaginer que c'est un travail qui est confié à des petites mains qui sont formées et qui peuvent dire ceci est une tâche, c'est pas un ornement. Mais Sylvio parle de... C'est peut-être pas gênant d'avoir les choses en trop. Mais on pourrait aussi se dire que ce qui n'a pas été détecté dans tel livre à tel moment, tel ornement sera détecté dans un autre livre qui a le même ornement. Donc finalement, est-ce que ça a beaucoup d'importance qu'il en ait raté? Oui, ce qui est très important, c'est d'avoir le maximum d'occurrences d'un même ornement. Parce que c'est ça qui va permettre aux chercheurs de dire, ben, il est 18 fois dans un livre qui porte l'adresse de Ré, et puis 3 fois Londres, et puis 2 fois Rouen. Mais s'il y a trop peu d'occurrences, pour moi c'est un élément important de ne pas rater des occurrences d'un ornement dans un livre. Non, mais, je suis d'accord avec vous, mais c'est le cas où, il faudrait vérifier à la main, j'en sais rien, ceux qui ont été oubliés, est-ce que ce sont des ornements très rares ou est-ce que c'est un autre phénomène qui a conduit à les oublier? Parce que finalement, on ne sait pas pourquoi ils ont été oubliés. Parce que quelque chose qui a été vu 60 fois dans les livres de rêve, parce qu'il y en a certains qui reviennent sans arrêt, bon, on en a raté 2, c'est pas grave. Si évidemment il n'apparaît qu'une fois et qu'on l'a raté, on n'ira pas en enfer. Alors, il y a aussi le point de vue de la détection. On parlera des défauts d'impression, mais c'est vrai qu'avoir un maximum d'occurrences permet de se faire une idée justement de tous les défauts d'impression possibles. C'est un autre argument, mais effectivement, d'un point de vue... Il faut quand même savoir que là, on a utilisé qu'une seule numérisation de chaque ouvrage. C'est-à-dire qu'on pourrait refaire la même chose, sachant que Cicéron, par exemple, on en connaît 4 numérisations, que tel autre endroit, on en connaît 12 numérisations, et ainsi de suite. Donc on pourrait repasser des autres exemplaires. C'est sans fin. Oui, c'est sans fin. Qu'est-ce que ça... Numérisation, c'est pas édition, c'est ça. C'est vraiment le fait de scanner l'ouvrage. Un exemple. Oui, donc là nous, on est peut-être plus intéressé par les défauts d'impression plutôt que les défauts d'acquisition. Mais après, c'est intéressant aussi. Oui, mais les défauts d'impression, comme c'est fait à la main, le livre, ils peuvent être dans un livre, pas dans un autre. Donc, si on prend un exemplaire qui est
mieux fait, qui est sur un meilleur papier, qui a été mieux conservé. Enfin, je dirais que c'est intéressant d'avoir, par rapport à un motif, si je reprends le bon vocabulaire, d'avoir un peu toutes les expressions de ce motif, c'est-à-dire toutes les formes imprimées de ce motif, de façon à apprendre finalement comment il peut être malmené par cette impression manuelle. Et comme on est, enfin 60 occurrences, on parle de 60 occurrences, c'est finalement assez peu quand on veut apprendre un modèle. Donc cet aspect-là aussi. Oui. Alors ce que dit Thierry me semble vraiment important enfin on en profite du coup pour poser un peu les différents axes du projet, mais effectivement il y a deux niveaux dans le projet. C'est le niveau de la recherche sur le domaine que nous on ne connaît pas du tout, de la vision par ordinateur qui est votre domaine, et puis le domaine du livre ancien. Et c'est pas du tout la même utilisation des images. Et enfin, on le verra tout à l'heure peut-être avec le logiciel Vise qui permet de faire. Enfin, c'est la même chose que ce que Hazel utilisait, c'est-à-dire sur Compositor. Ça permet de voir des similarités entre des images. Et ce logiciel, il fonctionne sur des images qui ont une certaine dimension, mais pas sur les petites. Or, on a un autre logiciel qui permet de détecter des similitudes sur des petites images. Donc il pourrait y avoir une complémentarité entre ces deux logiciels. Mais après, quel est l'usage de ces images? C'est-à-dire, est-ce que c'est chercher toutes les occurrences d'un motif pour prouver qu'il n'y a pas eu ce motif avant dans l'histoire, ou que tel livre est vrai ou faux? Ou est-ce que c'est voir ces images, effectivement, comme dit Thierry, pour raisonner sur la différence du motif selon les occurrences imprimées. Et là, il nous faut beaucoup plus d'images, et du coup, ça peut être intéressant d'utiliser les petites images qui ne vont pas être finalement très intéressantes pour prouver que tel livre appartient à tel éditeur et le travail de tel éditeur ou l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais les images peuvent avoir différentes utilités, et donc c'est bien qu'on puisse effectivement avoir un maximum d'occurrences pour travailler sur les différences d'impression, mais d'un autre côté, nous, notre préoccupation première, si on veut faire une recherche sur les livres anciens, ça va être plutôt effectivement de voir le taux de faux négatifs, qu'est-ce qu'on va faire de ça, jusqu'à quel point on peut faire une preuve s'il nous manque des ornements, quoi. La présence de quelque chose, qu'est-ce que ça prouve? L'absence de quelque chose, qu'est-ce que ça prouve? C'est pas la même. Et ça, on va être dans cette ambiguïté de l'utilisation des images. Les deux points de vue ont leur intérêt. Et il va falloir faire des choix aussi à certains moments, je pense. Moi, je voulais revenir. Rassurez-vous, les faux négatifs, même quand on dépouille à la main un livre, voilà, ça m'est arrivé de rater 2 pages. Pendant une microseconde, penser à autre chose, et la page est passée, et on n'y revient plus. Donc c'est normal qu'il y ait de toute façon une marge d'erreur. Il ne faut pas non plus, vouloir la machine parfaite qui va absolument. Non, c'est déjà une aide magnifique ce qui est fait. Je trouve qu'on avance vraiment bien. Juste une question encore. Combien vous avez mis de temps pour extraire ces 24 000 images dans ces 340 000 pages? Une fois que le modèle de temps machine, ça m'intéresse. Ça devait être quelques heures, je crois. Pas quelques jours, quelques heures. Ouais. Que demande le peuple? Sur une question annexe sur les découpages d'ornements. Donc il y a une fraction d'ornements faible finalement, qui est partielle. Enfin, les ornements étaient partiellement... Dans l'idée de détecter, d'examiner un peu toutes les zones de l'ornement, évidemment on va s'intéresser aux ornements entiers. Est-ce qu'on peut imaginer un deuxième tour ou un troisième, je ne sais plus, pour récupérer à partir de ce qu'on a déjà finalement et la proximité des détections, essayer de relaxer un peu le seuil, et peut-être pour essayer de récupérer l'ornement entier. Enfin, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que vous avez eu le temps de commencer à réfléchir à ça? Ouais. Alors, une piste, c'est de générer, donc détecter les ornements avec 2 seuils différents, et ensuite faire l'union des 2 seuils. C'est-à-dire que, donc là, je disais qu'il y avait un seuil par classe,
Et donc si on baisse le seuil d'une classe, ça va avoir une influence sur l'autre classe. Et ce qui peut être fait, c'est que certains ornements seront détectés avec certaines valeurs de seuil, et d'autres ne seront pas. Inversement, si les capacités d'électricité avec une combinaison seront détectées avec une autre. Donc l'idée, c'est d'avoir deux valeurs de seuil, deux combinaisons de seuil pour lesquelles il y a très peu de phonons négatifs, mais avec des phonons négatifs différents. Ce qui fait qu'ensuite, quand on fait l'union de ces deux résultats, on obtient les complémentarité. Ouais.